Taissa Experto. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, pour l'émission la plus tordue du câble. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous avons des invités plus qu'intrigants qui ont accepté de participer à notre émission. Mais assez de cette introduction, laissons la scène à notre premier candidat. Venu des banlieues délabrées du nord du quartier ouest de la ville, où la vérité peut être achetée aussi facilement qu'un permis de conduire, veuillez accueillir chaleureusement Linda Touliu, journaliste et toujours à la recherche du scoop qui fera décoller sa carrière. Bonsoir à tous, j'espère que ce soir nous allons nous amuser. Habitant de la grande mégalopole du continent américain, là où les rêves meurent aussi vite qu'un glaçon au soleil, accueillons l'énigmatique Richard Patrick. Bonsoir, c'est un réel plaisir de participer à cette émission qui avait grandement besoin de personnalités fortes. Notre candidat suivant sort tout droit d'un antre sombre et malodorant. Talentueux et accro aux jeux vidéo, voici notre participant mystère. Comment vous savez ça? Et enfin, notre champion incontesté, n'ayant cure des préjudices qu'il vous fera subir, venant des rues brumeuses et surnaturelles de la ville aux sorcières, voici Tudor Sombrage, dont les secrets sont plus nombreux que les étoiles. Que la soirée avec vous soit mortelle. Allons emprunter les chemins tortueux de l'inconnu. Voici donc notre équipe, chacun se croyant spécial et espérant réaliser ses désirs les plus dérangeants. Préparez-vous pour la bataille, asseyez-vous, relaxez-vous et préparez-vous pour un voyage dans la folie humaine. Que la partie commence! Pour cette première phase, votre culture sera mise à rude épreuve. Chaque neurone valide sera nécessaire. Pour une bonne réponse apportée, votre portefeuille sera alimenté de 10 000 €. Voici la première question. Pour cette manche, c'est notre invité mystère qui commence. Quel est le nom de l'hôpital psychiatrique dans le New Jersey qui a abrité des criminels notoires qui n'avaient plus leur place dans la société? Vous avez plusieurs possibilités, mais une seule bonne réponse. Alors, voyons voir si vous avez encore toute votre tête. La bonne réponse était bien évidemment l'asile d'Arkham. Un endroit qui vous propose un logement gratuit et entretenu, mais où les cris vous coûteront plus que de l'argent. Malheureusement pour vous, votre réponse n'était pas satisfaisante. Essayez de vous rattraper sur la prochaine. Au tour de Richard, une question facile pour les amoureux de la nature. Lequel de ces fruits contient des pépins mortels à la consommation? Raisin, pastèque, orange ou pomme? Je dirais la pomme. C'est une bonne réponse! Écrasé en une quantité suffisante, et c'est un aller simple pour le voyage du non-retour. Linda, à votre tour. Quelle condition médicale fait croire à l'individu qu'il est déjà mort? Le syndrome de Cotard, de Capgras, Diogène ou de Stockholm? Répondez! Je dirais le syndrome de Cotard. C'est une bonne réponse! Pensant y passer à la prochaine seconde, peut-être qu'ils auront la chance de voir arriver la faucheuse. Et enfin, Tudor, voici votre question. Quel est le nom du psychopathe tombé dans l'oubli qui a inspiré le personnage de Norman Bates dans Psycho? Jeffrey Dahmer, Ed Gein, John Wayne Gacy ou Ted Bundy? Ma réponse est Ted Bundy. Correct! Voilà qui conclut notre première manche. Il est temps pour nous de faire une pause pour notre sponsor, mais ne vous éloignez pas. Le prochain jeu risque de trancher dans vos a priori. Mes chers candidats, vous êtes maintenant libres de vos mouvements pour les 2 prochaines minutes. N'hésitez pas à me poser n'importe quelle question si vous avez besoin de renseignements. Je ne sais pas si je vais y arriver. J'ai un peu peur. Qu'est-ce qui va se passer si je foire? On va trouver un moyen. Si tu ne penses pas y arriver, ce jeu n'en vaut pas la chandelle. Je pense que je dois partir. Oui, c'est la solution si tu ne le sens pas. Oui, tu as raison. Je vais me retirer. Oh, il semblerait qu'une de notre participantes ait décidé de prendre sa retraite.
définitive. Et oui les amis, nous sommes à nouveau à l'antenne. Je vous avais promis une épreuve palpitante, mais malheureusement avec un abandon, nous allons devoir passer celle-ci. Nous repartons donc sur une nouvelle série de questions. Pour rappel, nos 3 candidats ont dû démontrer leur savoir en termes de faits divers. Malheureusement, notre candidat mystère est à la traîne, tout comme son compte en banque. Espérons pour lui qu'il inversera la tendance. Un terrible accident lors d'une émission de télé-réalité a coûté la vie à une jeune femme. Les raisons sont encore inconnues et aucun témoignage n'a pu être récupéré. Journaliste reporter, ses collègues nous ont rapporté qu'elle travaillait sur un gros dossier depuis plusieurs mois et arrivait bientôt à sa conclusion finale. Malheureusement, son travail, comme sa vie, aura connu une fin mystérieuse et tragique. Décidément, notre champion est en forme. Sa cagnotte est en train de s'envoler. Nos 2 autres candidats sont à la ramasse et notre mystérieux invité occupe toujours la dernière place. Si on ne compte pas Linda. Ces émotions nécessitent une nouvelle coupure publicitaire. On se retrouve dans quelques minutes. Ne bougez pas. Ce Tudor, il est parti pour gagner. Tu penses quoi d'une alliance? Pas question. Ce serait dangereux de se retrouver face à lui en finale. Tu penses pas? C'était notre dernière coupure et nous voici arrivés au grand final. Mais avant de commencer la dernière épreuve, passons au vote. Messieurs, avez-vous fait vos choix? Selon vous, qui doit quitter l'aventure maintenant? Et c'est terminé! Eh bien, les résultats sont plus que surprenants. Notre éliminé n'est autre que notre grand champion Tudor. Je vois que nous avons des stratèges ici. La finale n'en sera que plus intéressante. Laissez-moi ajouter ma cerise sur le gâteau. Pour chaque bonne réponse, vous recevrez non pas 10 000 euros, mais 25 000 euros. Assez de blabla, il est temps de vous départager. Invité mystère, à vous de commencer. Quelle est la température minimale nécessaire à la survie du corps humain? 20 degrés? 30? 15? 32? Je dirais 32. Un tonnerre d'applaudissements pour notre mystérieux challenger! Dans la première phase du jeu, nous avons testé les connaissances de nos candidats. Il est temps maintenant de tester leurs qualités, telles que le courage ou le savoir-faire. Nous avez prouvé que vous connaissiez tous des faits divers, criminels, affaires sordides, que l'humanité traîne derrière elle. Mais savez-vous l'appliquer? C'est ce que nous allons tester maintenant. Si les questions ne vous ont pas départagé, les balles le feront. Ainsi, vous allez recevoir une arme dans quelques secondes. Dans les temps qui suivront, celui qui aura abattu le plus de personnes dans l'audience sera désigné comme le grand vainqueur. Interdiction de bouger. C'est parti! Et stop! Le temps est écoulé, tout comme la vie de tous ces malheureux. Vous avez été brillant de violence ce soir. Mes oreilles enseignent encore. Malheureusement, il n'y a de place que pour un seul champion. Et contre toute attente, c'est notre nouveau venu. Attendez, je vous en supplie. Je ferai tout ce que vous voudrez, par pitié. Avec un score de 30 victimes contre 0, notre invité mystère devient notre grand champion. Un tonnerre d'applaudissements! Rappelez-vous que si vous êtes ici, c'est pour le voyage et non pour le résultat. La décharge d'adrénaline quand la chasse commence. N'oubliez pas l'odeur omniprésente du sang, imbibant les sièges, l'excitation de gagner des points. Il est temps pour nous de clôturer cet épisode riche en hémoglobine qui restera, j'en suis sûr, dans les annales des archives policières.
Encore merci pour votre confiance aveugle et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de Qui veut devenir un meurtrier. Les hommes en noir m'avaient laissé partir. Je ne les connaissais pas. Je ne leur avais rien fait et pourtant à la sortie 8 du métro, ils m'avaient agressé. Enfin, c'est l'impression que j'en avais eue. Leur corps n'avait pas bougé. Juste leur regard pernicieux avait suffi à me faire transpirer instantanément de malaise. Les regarder m'avait donné un mal de tête comme jamais j'en avais eu, et le monde s'était écroulé autour de moi. J'ai dû perdre conscience pendant un certain temps, car en me réveillant, je me trouvais dans les toilettes d'un train. Le reflet de mon visage renvoyait une image peu flatteuse. Quand je trouvais la force de sortir, je constatais que le train était en marche. Le panneau défila jusqu'à ce qu'une phrase inhabituelle apparaisse. Le wagon suivant ne contient pas d'anomalie. Moi qui pensais être sorti d'un cauchemar, j'y replongeais à nouveau. Cela recommençait. Étais-je vraiment sorti du métro ? Mon esprit devait être totalement à la ramasse pour ne plus distinguer la réalité de l'horreur. Les toilettes étaient vides. Je devais avancer vers la zone mentionnée par l'écran pour trouver de l'aide, s'il y en avait. La porte coulissa silencieusement et laissa passer une lumière aveuglante. Les néons de la voiture étaient réglés au maximum de leur luminosité, ce qui avait surpris mes yeux encore endormis. La rame était vide. Je la remontai en jetant des coups d'œil à gauche et à droite afin de vérifier la disponibilité des sièges. Au rang 11, un homme dormait à poing fermé et ne semblait pas entendre ma voix. Je continuai vers la porte du prochain wagon quand je vis une fille assise à côté d'une adolescente. Quand elle croisa mon regard, un air de déjà-vu me fit légèrement tourner la tête. Vous êtes réveillé comme moi, monsieur. Ma sœur ne se réveille pas, elle. Ça fait plusieurs heures que j'attends, mais elle n'ouvre pas les yeux. Je crois que je suis perdue. Vous aussi, d'ailleurs. On va devoir céder. Mais moi, je peux pas laisser ma sœur. Vous allez devoir y aller vous-même et nous sortir de là, monsieur. Si vous voyez quelque chose de bizarre, faites demi-tour. Mais je vous en prie, monsieur, allez voir le conducteur. Dites-lui qu'on doit descendre. Ça commence à être long, moi. Je voulus ajouter quelque chose, mais la petite fille recommença à parler. Vous êtes réveillé comme moi, monsieur. Mais ma sœur ne se réveille pas, elle. Ça fait plusieurs jours que j'attends. Mais elle respire plus, je crois. Cette petite fille avait l'air en état de choc. Elle parlait et recommençait. Elle ne s'arrêtait pas. C'était le même discours. Je me détournai pour continuer mon chemin. Quand la porte se referma, je fus à nouveau dans le sas des toilettes. Le panneau indiquait aucune anomalie dans le suivant. Est-ce que je pouvais lui faire confiance ? J'essayais de me rappeler les événements du métro et de la logique que j'avais suivie pour réussir à m'en sortir. L'important était d'observer, de ne rien laisser au hasard. Je fis un premier pas dans le wagon suivant et me retrouva dans une copie quasi similaire du premier. Les sièges étaient vides, à l'exception de l'homme qui dormait. Arrivé à la moitié de la rame, la lumière s'éteignit. Des flashs orangés filtraient par les fenêtres et projetaient un aspect lugubre sur les sièges. Je ne pouvais qu'avancer à l'aveuglette car la lumière ne semblait pas vouloir revenir. Je ne pus compter que sur la chance. Quand la porte coulissa, je sus qu'aucune anomalie n'avait été présente. Les toilettes étaient toujours vides. Le panneau n'indiquait aucun danger et le wagon numéro 5 m'attendait au devant. Je n'avais pas de raison de suspecter un danger dans celle-ci, mais je me figeai un instant devant une des fenêtres. Le noir complet de la nuit absorbait la lumière rassurante du train. On devinait quand même un paysage qui disparaissait à vive allure à mesure que la locomotive avalait les rails. Pourtant, je savais que je devais opérer un demi-tour. 2 points jaunes flottaient au milieu du hublot. Semblant voler à la vitesse du train, ils regardaient à l'intérieur. Je fis un pas en arrière et vis que les yeux me suivaient. Je tournai la tête de chaque côté et vis que j'étais observé de toutes parts. D'épais dieux par dizaines scrutaient depuis la pénombre les passagers infortunés. Je repartis en arrière et les yeux disparus quand la porte se referma devant moi. Habitué à cette logique irrationnelle, je pris le chemin inverse qui devait me mener vers la cabine du conducteur. Comme prévu, le fait de revenir sur mes pas me fit avancer vers la rame numéro 4, ce qui n'avait aucun sens. Mais j'avais appris à mes dépens que les règles qui régissaient cette anomalie n'étaient pas les mêmes que celles qui soutenaient notre monde. Je pris donc le temps de marcher dans cette nouvelle rame, et bien que mon cœur reprit avec peine son rythme habituel, je ne détectai rien d'anormal. Je fus donc rapidement dans la voiture 3.
L'allée semblait similaire à celle que j'avais empruntée auparavant. L'homme dormait. La sœur de la petite fille faisait de même. Et alors que je faisais un pas vers la porte de sortie, je vis que la valise qui était au-dessus de l'adolescente bougeait. À y regarder de plus près, sa forme était similaire à celle que j'avais vue, mais à quelques détails près. Au lieu de coins nets et précis, cela était plus arrondi, et sa forme ovale ne correspondait pas au standard qu'on attendait d'une valise. Alors que j'approchais ma main afin de la vérifier, un léger mouvement de la fermeture éclair me fit reculer. Un œil était apparu. Le mouvement que j'avais perçu était en fait le gonflement de la poitrine d'un être replié sur lui-même. Une position similaire à celle qu'on pouvait retrouver chez les pratiquants de yoga, mais impossible à reproduire pour un être humain non doué de souplesse. Les membres prenaient vie sous mes yeux, et le torse soudé au bras se gonflait à chaque respiration. Les yeux s'éveillaient devant une potentielle proie. Ce que j'avais pris pour une valise était maintenant plus similaire à un être décharné, n'ayant pu s'alimenter durant une éternité. Ces mouvements lents me laissèrent l'opportunité de revenir sur mes pas et d'échapper à cette vision terrifiante. Le souffle court, je pris conscience que mon voyage aurait pu s'arrêter définitivement. Plus je m'approchais de la cabine du conducteur, et plus les anomalies semblaient prendre forme à l'intérieur du train. Comme si mon acharnement à m'extirper de leurs illusions les poussait à prendre vie dans un monde qui n'existait que dans ma tête. Enfin, c'était la seule explication que je pouvais accepter. J'étais dans un cauchemar dont je ne pouvais me réveiller, et la seule façon de m'en sortir était de jouer leur jeu. Mais là où n'importe quel cauchemar, aussi terrifiant qu'il puisse être, nous laissait toujours l'inconscient espoir de s'en sortir, ici, je n'avais l'assurance que d'un destin funeste. Je traversai le wagon 2 rapidement car aucune erreur ne me sauta aux yeux. J'étais donc maintenant en première classe. Je vis rapidement qu'un passager supplémentaire était apparu. Un passager qui n'avait pas sa place ici, ou en tout cas, pas dans notre monde. Il n'avait pourtant rien d'une abomination ou d'une caricature horrifique d'un rêve fatigué. C'était une personne on ne peut plus normale. Elle était à côté de la porte de sortie, debout, habillée en hôtesse. Son sourire était figé. Mes yeux avaient analysé le mur derrière elle plusieurs fois durant mes allers-retours, et je savais qu'une affiche était collée dans son dos. Plus précisément, c'était une annonce du gestionnaire de la voie ferrée, qui mettait en garde contre les comportements inappropriés dans le train. Et afin de faire passer leur message de prévention, une femme habillée en hôtesse souriait. La femme qui se tenait debout devant l'affiche était sa jumelle. Et l'affiche dans son dos était vide. Elle avait pris vie dans le train et me regardait à travers ses paupières fermées. La voie était donc bloquée. Retour en arrière. J'entrais dans le wagon 0. Je ne savais pas que les trains avaient des rames pouvant aller au-delà de 0. La lumière était plus tamisée. De prime abord, rien ne détonnait de ce que j'avais vu auparavant. Je fis quelques pas, entendis un bruit métallique et vis une canette rouler jusqu'à mes pieds. Elle roula et tapa la pointe de ma chaussure. Je baissai les yeux et vis que c'était une marque de soda populaire, facilement trouvable en distributeur. Alors j'entendis des bruits de pas qui se rapprochaient dangereusement de moi. Je relevai la tête et les bruits s'intensifièrent en même temps qu'ils s'approchaient. Quelqu'un courait dans ma direction. La porte s'ouvrit avec fracas et une femme de plus de 2 mètres de haut s'élança, déterminée, dans ma direction. Son visage n'avait aucune expression et ses bras balayaient l'air tel un coureur. Au moment où je pensais que la fin avait sonné, elle s'arrêta net, comme si l'élan qu'elle avait emmagasiné n'avait jamais existé. Elle se pencha et ramassa la canette. Une fois en main, elle repartit dans l'autre sens, reprenant son rythme effréné. À aucun moment, elle n'avait semblé remarquer ma présence. Les anomalies s'intensifiaient et se montraient de plus en plus entreprenantes. Je devais à nouveau repartir en arrière, et le panneau de signalisation indiqua la prochaine rame comme la dernière. Quand je voulus entrer à l'intérieur, la porte se referma, et je fus projeté en avant. Les freins d'urgence venaient d'être actionnés. Un grésillement se fit entendre et une voix masculine indiqua qu'un incident sur les rails obligeait le train à s'arrêter. Rien à part cet incident n'avait pourtant changé dans la cabine. Je pris donc le risque de passer la porte suivante. Alors que j'entrais dans le compartiment des toilettes, une des portes s'ouvrit et la petite fille apparut. « Vous êtes là, monsieur. Alors, vous avez réussi. Vous y êtes presque, vous savez. Au-delà de cette porte, je ne sais pas ce qu'il s'y cache. Je n'ai jamais osé car il y fait tout noir.
et j'ai peur du noir. Vous voulez bien y aller pour moi? À vrai dire, le futur de la petite fille ne m'importait guère. Mais elle semblait en savoir plus que moi sur cet endroit. J'avais donc intérêt à aller dans son sens. Je lui fis un signe de la tête et continua vers la nouvelle zone. Tout de suite, je sentis la morosité des lieux et l'inconnu qui me menaçait tapi dans l'ombre. Les lumières avaient été éteintes. Seules les veilleuses de certains sièges étaient allumées. Les anomalies seraient plus difficiles à détecter. Avant que la porte ne se referme derrière moi, j'entendis la petite fille ajouter « Et monsieur, si vous voyez quelque chose de louche, vous devez avancer. » Les règles avaient donc changé. Il n'était plus question de faire demi-tour en cas d'anomalie, mais de marcher à sa rencontre. Cela allait me demander plus de courage que je ne pouvais en fournir. La lumière était suffisante pour distinguer les ombres qui m'attendaient. La porte du wagon suivante était illuminée, tel un phare qui aidait les passagers perdus. Je croisai une hôtesse qui descendait l'allée avec son chariot de confiseries sucrées et salées. Son but semblait être de marcher jusqu'au bout de l'allée. Je la fixai quelques instants avant de remarquer qu'elle continuait de pousser son chariot alors qu'il tapait contre la porte d'où je venais. Était-ce une anomalie? La première rencontre était souvent le tableau initial, qui nous permettait de faire la comparaison par la suite. Je pris donc le temps de tout mémoriser. Mon œil averti me permit d'avancer à travers plusieurs wagons, tout en échappant aux anomalies sorties tout droit d'un esprit inhumain. Des arbres poussèrent là où des passagers se tenaient. Des nuages apparurent dans la cabine et je pus voir par un des hublots que le train avait pris de l'altitude. Je dus courir pour atteindre une des portes quand je fus rétréci à l'échelle d'une fourmi et dus esquiver le chariot de l'hôtesse. Je crus que c'en fut fini de moi quand un contrôleur géant apparut au bout du couloir et me demanda mon billet sous la menace d'un coupe-ongle géant. Tout cela me semblait irréel, mais en même temps familier. Au bout d'une minute qui sembla être une éternité, je parvins enfin à la cabine du conducteur. Je fus surpris de constater que le train n'avait pas de pilote, et à travers le pare-brise, je ne voyais rien. C'était comme si nous avions dans le néant. Au milieu de ce qui devait être le tableau de bord, un imposant bouton rouge luisait. Sans hésiter, j'appuyai de toute ma force dessus, alors que mon bras me paraissait extrêmement lourd. Un bruit de succion se fit entendre, et j'entendis derrière moi que quelqu'un frappait à la porte. Quand j'identifiai la source du bruit, je vis que cela venait de la porte qui donnait sur l'extérieur. Un unique lampadaire illuminait un sol qui semblait être un quai de gare, et sous le halo jaunâtre, une petite fille attendait avec sa sœur. Je l'ai reconnue. Abaissant le levier, la porte s'ouvrit, et la petite fille me dit « Merci, monsieur, nous y sommes arrivés. Ma sœur s'est réveillée et nous pouvons maintenant rentrer chez nous. J'espère que vous arriverez à retrouver le chemin de votre maison, vous aussi, monsieur. Mais je crois que ce n'est pas ici que vous descendrez. Vous devriez retourner vous asseoir. » Alors que la porte se refermait seule et que le train repartait, mais cette fois en arrière, je fis signe aux deux enfants. Elles agitaient leurs mains, un sourire figé pour l'éternité sur leur visage. Je perdis pied et tombai en arrière. Le sol m'absorba et je vis tous les wagons que j'avais traversés, les uns reliés aux autres, d'autres reliés à aucun autre, formant une structure polygonale et complexe, mais inconcevable. Une mélancolie me faisait voir cet endroit comme un endroit chaleureux que je ne voulais plus quitter. Alors que l'espace autour de moi s'étirait au point de se déchirer, une intense chaleur brûla ma poitrine et la lumière m'inonda. Quand les points rouges disparurent, que la brume se dissipa devant mes yeux, des voix résonnèrent dans ma tête. Nous allons repartir, ça n'aura pas mis longtemps. Apparemment, un autre train sur une voie parallèle aurait percuté 2 personnes aux abords d'un bois. La nuit venait de tomber et ils n'avaient sûrement pas vu les rails. Oh, regardez, je crois qu'ils se réveillent. L'air entra finalement dans mes poumons et je pus agripper les draps. Cela faisait une éternité que je voyais ce plafond noir. Mon cauchemar avait pris fin il y avait déjà 1 heure, une sorte d'émission de télé-réalité où je devais répondre à des questions. Sinon, je ne me rappelais plus de la suite. Je devais arrêter de regarder la télé aussi tard. Ça détraquait mon sommeil. Il n'empêche que j'étais resté bloqué dans mon lit, suffocant intérieurement alors que j'étais impuissant. Puis d'un coup, j'avais retrouvé le contrôle de mon corps. J'avais tellement transpiré qu'une douche était la bienvenue. Et puis, cela chasserait les fantômes qui flottaient à la limite de mon subconscient.
Ma peau semblait salie par les visions terribles que j'avais eues. Elle devait disparaître, sinon jamais je n'arriverais à me rendormir. Alors que j'entrais dans ma salle de bain, je remarquai que mes poils étaient dressés vers le plafond. L'expérience nocturne que je venais de vivre m'avait atteint plus que je ne l'avais soupçonné. Quand je mis le pied dans la douche, je fis en sorte de caler le rythme de mon cœur sur le tambourinement des canalisations. Le néon fluorescent agressait mes yeux rougis. Je pris donc le pommeau et versa de l'eau sur mon visage. Je lâchai un cri quand le froid me heurta comme une boule de neige. Je n'avais même pas vérifié la température. Il était minuit passé et je n'avais plus toute ma tête. Je me penchai pour tourner le robinet d'eau chaude quand dans mon champ de vision, je vis la porte de la salle de bain s'ouvrir lentement. J'aurais pu ne pas la voir tellement le mouvement avait été subtil. Je l'avais seulement poussé, mais aucune fenêtre n'était ouverte car nous étions en hiver, donc aucun courant d'air n'avait pu l'ouvrir. Je n'avais pas d'animal de compagnie, j'avais peut-être halluciné finalement. L'eau chaude vint balayer mes craintes et je lâchai un râle de contentement. Alors que je passais le pommeau de douche au-dessus de ma tête et que j'allais fermer les yeux, je ressentis une sensation qui ne m'était pas étrangère. Une sensation similaire à celle que j'avais vécue dans mes cauchemars. On m'observait. Comme quand on observe la nuit à travers la fenêtre de son appartement et que l'on s'imagine une personne nous fixant dans les buissons, nous poussant à fermer les rideaux. C'était exactement la même sensation, à part que je n'avais pas de rideau. Je tournai la tête lentement afin de vérifier derrière moi. En plus de la baignoire dans laquelle j'étais, la pièce était meublée d'un bidet, d'un lavabo et d'une machine à laver. L'endroit n'offrait aucune cachette. Le manque de sommeil aggravait ma perception de la réalité. Ce n'était pas nouveau vu mon hygiène de vie. 3 heures de sommeil par nuit n'étaient sûrement pas recommandées par les médecins. Je secouai la tête et frotta vigoureusement mes mains sur mon visage et entrepris de me laver les cheveux avec du savon. Le noir envahit mes paupières tandis que je frottais doucement la surface de mon crâne. L'écoulement lancinant de l'eau parvenait à calmer mes nerfs à vif. Je détendais mes épaules quand j'entendis le grincement caractéristique de la porte. Cette fois, j'étais sûr que mon imagination n'était pas à l'œuvre. Le grincement continua encore quelques secondes alors qu'on poussait la porte afin d'y voir à l'intérieur. Le savon dans mes yeux m'empêchait de regarder, mais en même temps, je n'avais pas envie de les ouvrir. L'eau coulait le long de mes jambes et devenait bien plus froide qu'elle ne le devait. Je tenais la pomme de douche comme si je m'accrochais à une arme. Le grincement avait disparu pour laisser place à un tapotement régulier sur le carrelage. J'avais entendu un bruit similaire quand le chien d'un ami courait sur le sol de sa maison. Ses griffes n'avaient pas été coupées depuis longtemps, d'où la similitude avec ce que j'entendais actuellement. Mais les griffes qui ébréchaient ma salle de bain semblaient bien plus longues. Le raclement s'approcha de moi, avant de continuer vers le lavabo qui se situait derrière la douche. La peur me tétanisait, réveillant les démons à peine chassés de mon dernier sommeil agité. Puis, j'entendis que l'on tapait sur le robinet du lavabo avec un objet pointu. Toujours les griffes. Je sentais qu'on voulait attirer mon attention. Je fis en sorte de serrer le pommeau contre moi, m'imaginant un bouclier, et tourner le dos à la pièce. Tel un enfant, je me disais qu'en refusant le contact visuel, la chose partirait. Le tapotement s'intensifia à mesure que les griffes s'agaçaient de ne pas me voir ouvrir les yeux. Je refusais le jeu et j'allais le payer. Quand l'eau devint brûlante, je laissai échapper un cri qui fit se taire les griffes. Je pensais avoir recouvré ma lucidité, mais alors que j'avais les bras collés contre mon corps, je sentis une douleur aiguë le long de mon dos. Je la sentis remonter ma colonne vertébrale et ouvrir une plaie profonde dans mon épiderme. J'avais l'impression d'être scalpé tel un morceau de viande. La chaleur de l'eau se mêlait à mon sang qui dégoulinait jusqu'à mes pieds. J'avais envie de crier, tellement la douleur était forte, mais au bout de quelques instants, la pointe de la griffe disparut, pour laisser place à une chose velue, s'engouffrant dans mes cheveux. Je plissai les yeux tellement fort que j'avais l'impression de voir à l'intérieur de mon cerveau. Des éclairs rouges et bleus striaient mon champ de vision à mesure que je me vidais de mon sang. La chose avait attrapé ma tête tel un ballon de basket et pressé tellement fort que je craignais qu'elle n'explose. La douleur devint telle que je ne pus résister plus longtemps. Je lâchai un cri de douleur qui brisa quelque chose dans la pièce. Après que la réverbération disparut, la douleur effroyable et la pâte s'étaient évaporées tel un mauvais rêve. Je rinçai mes yeux délicatement, pensant ne plus jamais revoir la lumière. Je vis d'abord mes pieds,
qui simplement était mouillé. Aucune trace de sang. Je tournai la tête lentement et vis que j'étais bien seul. Pourtant mes sens n'avaient pu me tromper à ce point. J'étais sûr que quelque chose s'était tenu derrière moi. Tournant totalement le torse face à la salle de bain, je vis que le miroir au-dessus du lavabo s'était brisé. Je fis quelques pas mal assurés et vis autant de reflets qu'il y avait de verres cassés. Alors que je pivotais mes hanches, la vision de mon dos me fit lâcher la serviette. Une immense cicatrice courait le long de mon dos. Alors que j'avais ressenti la douleur quelques secondes auparavant, les pliures blanchâtres que je voyais témoignaient d'une blessure vieille de plusieurs années. Alors que je pleurais d'incompréhension, un des morceaux de verre brisé se détacha de la vitre, puis tomba dans l'évier. Derrière lui, là où devaient se trouver mes produits d'hygiène, apparaissait un trou noir et insondable. Les morceaux de verre tombèrent les uns après les autres, au rythme du raclement des griffes, attirés par la lumière. Bonjour chers membres du comité. Comme vous le savez très bien, j'ai la charge du nouveau traitement contre l'obésité morbide, autrement appelé Fit for Life. Ce traitement que nous avons utilisé récemment sur cet enfant, vendredi dernier... Mais qu'est-ce que vous avez foutu? Laissez-moi vous expliquer, madame. Je sais que c'est un grave problème et comme je l'ai vu de mes propres yeux, que membre de ce comité, nous avons le droit de savoir. Est-ce que cela met la réputation de notre entreprise en danger? Comment allons-nous expliquer cela aux investisseurs et à la presse? S'il vous plaît, laissez-le s'expliquer. Docteur, allez-y. J'imagine que vous allez reprendre le rapport que vous nous avez envoyé. Nous vous écoutons. Oui, exactement. Merci, monsieur. Laissez-moi commencer. Le petit était allongé sur la table prêt à entrer dans le scanner. Ses grands yeux ouverts étaient en quête de réconfort, mais sa vision était limitée au plafond. Est-ce que le garçon est bien installé? Oui, docteur. Nous pouvons commencer. Je laissai l'infirmière appuyer sur le bouton de démarrage. Le bourdonnement se fait entendre. Tout va bien apparemment. J'espère bien. Ce scanner a coûté des millions à la clinique. Et j'espère qu'il aidera ce garçon. Cela faisait plusieurs semaines que le traitement avait commencé. 4, pour être exact. Depuis le début du traitement, nous avions décelé aucun changement chez le patient, que ce soit physiologique ou comportemental. Nous n'étions pas sereins sur la tournure que prenait cette expérimentation, car nous n'avions pas la main sur l'environnement de test. En effet, la mère de l'enfant avait été stricte sur son hospitalisation. Il devait rentrer après chaque scanner et prise du traitement. Elle s'occupait de lui et de son régime chez eux, dans un environnement non stressant. La décision était compréhensible et nous avions fortement recommandé à la mère de suivre nos recommandations sur le plan nutritionnel. Quand le scan fut terminé et que la feuille des résultats fut entre nos mains, il était clair qu'aucune amélioration n'avait eu lieu. Le peu de poids qu'il avait perdu était déjà revenu. L'espoir que nous avions eu la semaine dernière en voyant 2 kilos en moins était sûrement dû au volume d'eau présent dans son corps. Le manque de contrôle rendait cette expérience caduque. Pensez-vous que le garçon aura une chance de perdre du poids, docteur? Honnêtement, sa condition physique est mauvaise, et ce depuis des années. Notre programme est censé être efficace, mais contre toute attente, son corps semble ne pas en bénéficier. Le programme était relativement nouveau, mais l'efficacité du traitement permettait d'obtenir des résultats persistants sur le long terme, en quelques semaines seulement. Les quelques patients que nous avions eus jusque-là étaient tous sortis de cette clinique métamorphosés. Grâce à ce garçon et à quelques essais supplémentaires, nous pourrions avancer grandement sur ce projet. J'essayais de voir les choses positivement, mais cela préfigurait des semaines à rallonge et un sommeil raccourci. Qu'allez-vous dire à la mère? La vérité, comme toujours. J'espère juste que la mère ne culpabilise pas ce garçon, une fois rentré chez eux. Je laissai l'infirmière préparer le garçon et partis à la rencontre de la mère. À peine avais-je mis le pied dans la salle d'attente que sa silhouette apparut en face de moi. Ses mains jointes au niveau du sternum et son sourire avenant ne changeait pas. Elle avait cet air égaré qui témoignait d'une légère lassitude. Mais son air faussement joyeux cachait une impatience qui me filait la chair de poule. Je détestais annoncer des mauvaises nouvelles. Alors, docteur, vous avez de bonnes nouvelles? Eh bien, le scanner n'est pas concluant, mais aucun changement particulier n'est à noter. J'ai bien peur que le traitement ne soit pas efficace. Je vois. Mon équipe et moi analysons toutes les hypothèses qui pourraient expliquer cet état invariable, mais nous sommes bientôt à court de solutions. À ce point, c'est affligeant. Le traitement montre généralement des résultats au bout de 2 semaines,
Malheureusement, votre fils montre une résistance inhabituelle. Quelle est la suite dans ce cas? Comme je vous disais, le traitement n'est pas censé montrer ce genre de résultat. Mais docteur, La morphologie de votre fils est sûrement plus lente à réagir, et le peu de ce qui est perdu en une semaine est rétabli en un laps de temps plus court. s'il vous plaît. Je peux comprendre, madame, que cela puisse paraître insuffisant pour votre fils, mais si vous avez des alternatives que vous souhaiteriez discuter avec nous, la perte de poids pourrait toujours être possible. Docteur, écoutez-moi. J'ai déjà tout essayé. Les régimes, les traitements hormonaux, les médecines alternatives, tous les traitements expérimentaux possibles. Mon fils n'est pas capable de changer malgré tous mes efforts. Pire, la situation ne fait qu'empirer. Je ne supporte plus tous ces échecs. Est-ce que vous imaginez ce que c'est que de l'emmener avec moi en public? La curiosité morbide des gens me dégoûte et leurs a priori m'accusent de le maltraiter. Je passe pour quoi, moi? Je vais vous le dire. Je passe pour une mauvaise mère. Et en tant que parent, vous devriez comprendre comment la société fustige les mauvaises mères. Je m'endors chaque soir avec ces 3 mots qui me harcèlent. Honte, culpabilité et échec. Vous étiez notre dernier espoir. Votre traitement était son salut et le mien. Madame, je ne peux pas garantir de succès. Votre programme est encore en phase expérimentale. Si je puis ajouter, la nutrition et le métabolisme humain n'est pas une science exacte et prend autant de formes qu'il existe d'êtres humains. Chacun réagit juste différemment. Je vois. Il ne me reste donc plus qu'à prier, j'imagine. La mère avait exprimé cette dernière requête en affichant un sourire ravagé par le désespoir. Les jointures de ses phalanges tremblaient sous la peau tendue de ses doigts filiformes. Son changement d'attitude me prit par surprise. Elle avait comme trouvé un regain d'espoir dans une vision dont elle avait été seule témoin. J'en profitais pour la rassurer comme je le pouvais. « Madame, nous faisons de notre mieux. Cela ne peut qu'aller en s'améliorant. » Évidemment. Vous savez quoi, docteur? Nous allons continuer. Essayons encore une semaine. Et une semaine passa. Est-ce que les garçons sont en place? Oui, docteur. Je lance le scan. D'un signe de tête, l'infirmière appuya sur le bouton. Le ronronnement se fit entendre. Comment la maman a réagi la semaine dernière? Cela reste entre nous, mais j'ai de la peine pour cet enfant. Couver son fils de cette manière, ça ne peut qu'aggraver la situation. Nous faisons de notre mieux pour l'aider, mais je ne ressens pas la même énergie du côté de la mère. La feuille tomba dans le bac de l'imprimante. Regardons cela. À première vue, rien n'avait changé. Mais les chiffres indiquaient clairement que le petit avait perdu 5 kilos. Peux-tu refaire le scan? J'ai du mal à y croire là. Cela serait une première, docteur. Le traitement n'a jamais fait perdre 5 kilos en une semaine à un patient. La nouvelle feuille tomba et je lus les mêmes résultats. Je dois aller prévenir la mère de ce changement. Une fois dans la salle d'attente, la mère avait à nouveau surgi devant moi. « Madame, j'ai d'excellentes nouvelles. Votre fils a perdu 5 kilos. » Sa bouche forma un O parfait. Est-ce que c'est bien? Nous n'avons observé aucun changement aussi important lors de nos précédents programmes. La réaction de votre fils à ce dernier traitement est au-delà de nos attentes. Oh, remercions le Seigneur pour ce changement. Je me sens comme libérée d'un poids. Nous allons continuer le traitement avec votre accord. Si les résultats persistent en ce sens, c'est un jeune homme en pleine santé qui rentrera bientôt chez lui. Oui, c'est parfait. La mère semblait ailleurs. Elle montrait presque des signes d'impatience, comme un enfant qui voudrait rentrer, mais ne pouvait pas. Dans ce cas, je vous dis à la semaine prochaine, madame. Elle partit rejoindre son fils et je l'entendais marmonner. Bon, à nouveau. Une nouvelle semaine passa. Le ronronnement allait toucher à sa fin. Qu'est-ce qui a bien pu se passer la semaine dernière, docteur? 5 kilos tout de même? Avec les collègues, nous en sommes arrivés à la conclusion que le traitement trouvait une résistance du tissu adipeux persistant. Mais qu'à force de traitement, les cellules graisseuses ont finalement abandonné. Cela pourrait être une bonne nouvelle, mais il faut que les résultats se normalisent. Voyons voir cela. Seulement 2 kilos? Comment cela peut-il être possible, docteur? Madame, les résultats peuvent paraître décevants, mais c'est tout le contraire. Le traitement se stabilise. Peut-être que pour vous, cela paraît normal, mais pas pour moi. Je m'attendais à plus. Pouvez-vous me préciser ce que vous entendez par là? Il est possible qu'après les résultats de la semaine dernière, j'ai été moins stricte sur mes prières.
et que le Seigneur cherche à me tester. C'est sa façon à lui de me punir. Madame, comme je vous le disais, le traitement se stabilise. La perte de poids est tout de même présente. Pourquoi seriez-vous punie? Le Seigneur est généreux. Il me donne ce que je peux accepter. Si je me suis montrée moins fervente et moins généreuse dans le cadeau qu'il me fait, alors je lui montre mon ingratitude. Elle joignit à nouveau les mains et me regarda comme une mère devrait regarder son enfant. Ce n'est pas de votre faute, docteur, mais la mienne. J'ai été faible, mais maintenant, je sais ce que je dois faire. Madame, je me dois de vous conseiller de ne rien changer dans la vie du garçon. À cette étape du traitement et au vu des résultats, il serait contre-productif d'interférer, voire même dangereux. Je ne ferai rien qui pourrait ruiner la foi que j'ai en lui. Votre fils ou votre... Elle avait déjà tourné les talons. Le téléphone vibra une semaine plus tard. Docteur, où êtes-vous? Bloqué dans les bouchons, je fais au plus vite. Occupez-vous du garçon, installez-le s'il vous plaît. Docteur, il faut que vous veniez au plus vite. J'ai déjà lancé un premier scan et les résultats ne sont pas normaux. Ok, calmez-vous. J'arrive, n'inquiétez personne et préparez-moi les résultats. Quand j'eus la feuille entre les mains, je vis que les chiffres n'étaient pas bons. À côté, le garçon avait perdu du poids, ce qui était positif. Mais au vu de sa courbe de croissance, il en avait perdu beaucoup trop. 20 kilos, en une semaine, et de façon proportionnelle. À travers la vitre, je voyais le garçon qui flottait presque dans sa blouse devenue trop grande. Rassurez-moi, docteur. Nous n'avons rien fait de mal. Les constantes sont normales, je ne vois pas de déficit. Le petit est conscient, je ne comprends pas comment est-ce possible pour un enfant. Chez un adulte sportif, il peut arriver que des pertes de poids soudaines soient possibles, sous l'influence de facteurs externes comme le sport ou le stress. Mais ce sont des cas exceptionnels et dangereux pour la santé. Continuons le traitement, afin de ne pas créer un effet irréversible. Je dois aller voir la mère de mon côté. Madame? Madame? Docteur, avez-vous vu comme mon fils a changé? Madame, les changements observés ne sont pas ceux attendus. Le Seigneur dépasse toujours nos attentes. La perte de poids est trop importante pour votre fils, madame, rassurez-moi, et dites-moi que vous n'avez rien changé à sa routine. Elle parut interloquée, et j'eus l'espoir de croire qu'elle était à nouveau raisonnable. Vous m'accusez de ne pas le nourrir? Je vous ai dit que j'avais déjà tout essayé. Je ne suis pas responsable de cela. Seul le Seigneur en est capable, et je ne me mettrai pas en travers de son œuvre. Dites-le si je ne fais pas ce qu'il faut pour lui. Madame, je ne suis pas sûr que... Si vous n'avez rien d'autre à me dire, vous seriez avisé de rester à votre place de docteur et de me laisser le rôle de la mère. Je comprends, je voulais vous avertir que nous mettons fin au traitement. Voilà. Mais nous allons continuer de le surveiller. Vous pouvez bien faire ce que vous voulez, ce n'est pas le traitement qui est efficace. Nous le savons tous les deux. Encore une semaine passa, et les résultats tombèrent presque sans surprise. Le garçon était maintenant en dessous des marqueurs d'obésité. Il était même en dessous de sa courbe de croissance. Le traitement avait été arrêté et la perte de poids avait continué. Un marqueur sur le rapport attira tout de même mon attention. Toutes ces constantes étaient bonnes. Rien n'indiquait que sa santé était menacée, mais les pores de son corps semblaient se rétracter. Après un examen rapide de l'épiderme, on voyait clairement que la peau était comme aspirée. Docteur, je pense qu'il faudrait éloigner la mère de l'enfant. Je vais aller la voir immédiatement. La mère se tenait aux côtés de son fils et le regardait d'un air attendrissant. Docteur, vous voyez mon fils comme il rayonne? Madame, je pense qu'il serait obligatoire, que votre fils reste en observation 24 heures sur 24 à la clinique. Je vous comprends. Les voix du Seigneur peuvent effrayer les non-croyants. Quand vous ouvrirez les yeux... Madame, jusqu'à maintenant j'ai respecté votre opinion, votre avis et même votre foi. Mais la santé de votre fils dépend de cette décision, et je ne suis pas sûr que vous soyez en mesure de faire le bon choix pour votre fils actuellement. Il va devoir rester ici. Comme je vous l'ai dit, je ne suis que spectatrice. Je suis impuissante. Faites ce que vous voulez. Bientôt, il sera magnifique. Membre du comité,
Je suis un scientifique. Les faits, les résultats et les études sont les seuls à faire foi pour moi. Et pourtant, maintenant que je l'ai vu, maintenant que j'ai vu son pouvoir, N'est-il pas magnifique, docteur ? Madame, Docteur, nous y sommes presque. Encore un tout petit peu. le dernier scan ne montrait plus que le squelette du garçon. Toute trace de tissu adipeux avait disparu. Mes yeux eurent du mal à s'ouvrir alors que j'émergeais involontairement de mon sommeil. La première chose que je vis fut mon corps éclairé par le clair de lune. J'étais allongée sur le dos, la tête reposant sur plusieurs oreillers et mon regard qui portait sur le bas du lit à baldaquin. Un léger souffle chaud, venant de la fenêtre restée ouverte, me fit tourner la tête. La nuit était déjà bien avancée et je me demandais ce qui avait pu me réveiller cette fois encore. J'avais le sommeil léger, pour ne pas dire que j'étais insomniaque. Réussir à me reposer plusieurs heures durant la même nuit ressemblait plus à un miracle. Quel bruit m'avait réveillée ? Je n'en avais aucune idée. La bougie qui reposait sur ma commode avait encore de la cire. Cela voulait dire que minuit était déjà passé, mais le petit matin encore loin. Ma chambre était rangée comme à son habitude et je ne distinguais rien d'anormal. Tout était à sa place. La coiffeuse était là, et je me voyais dans le reflet du miroir. C'était ma façon à moi de savoir si j'étais présentable quand un visiteur entrait dans cette chambre. Je me demandais comment était la vie à l'extérieur. Ma seule façon de m'évader était le grimoire qui reposait sur la table de nuit. Histoire et héritage du royaume d'Hilda. Son contenu était aussi indigeste que son nom. À la frontière de la région du Taleb, bordant les rivières des Ogres et bien au-delà du désert de Perse, là où la bonté et la richesse côtoyaient la joie de vivre d'un peuple aimant son roi, ici existait le royaume d'Hilda. On me l'avait tellement conté que les phrases étaient gravées à l'encre noire dans ma mémoire. Toutes ces pages qui parlaient de pays magnifiques, d'aventures et de mystères m'importaient peu, car la frontière que j'eus dépassée était celle de mon lit. Même la porte de ma chambre me résistait. Il devait y avoir 2 serrures et même un cadenas de l'autre côté. Il était plus facile d'entrer dans ma chambre que d'en sortir. Et c'est cela qui me fit rappeler pourquoi j'étais réveillée. Le bruit. Celui qui m'avait enlevé à mon sommeil. Je venais de l'entendre à nouveau et il venait de derrière cette porte. L'accalmie était donc finie et paradoxalement, alors que j'étais réveillée, le cauchemar allait commencer. Le craquement de bois sur la droite m'indiquait que la marâtre rapprochait. Elle voulait me surprendre éveillée. Je savais ce que j'avais à faire. Je ne devais pas ouvrir les yeux, ni tourner la tête dans sa direction. J'avais une fois entreaperçu sa silhouette, et je l'avais tout de suite regrettée. Elle avait flotté jusqu'à moi en apercevant mon regard, puis disparu quand mes paupières s'étaient fermées. Pas de contact visuel jusqu'à ce que les craquements du plancher s'évanouissent. Son silence était pesant. Je savais qu'elle se terrait dans un coin de la chambre, guettant une faute de ma part. Les premières fois que cela m'était arrivé, j'avais sali mon lit. Mes tantes m'avaient trouvée le matin en pleurs et terrifiée. Je les adorais. C'était elles qui prenaient soin de moi et qui apportaient de la lumière dans ma vie bien sombre. Je leur avais tout raconté, et contrairement aux autres adultes, elles n'avaient pas remis en question mon récit. Au contraire, elle m'avait expliqué qu'elle aussi avait vécu des expériences similaires plus jeune. Elle m'avait donc expliqué comment me débarrasser de ces apparitions terrifiantes. Plusieurs années étaient passées. J'avais compris que je ne sortirais jamais d'ici. J'avais attendu chaque nuit, la peur au ventre, de revoir ces monstres apparaître. Mais jamais ils ne manquaient à l'appel. Ce qui s'apparentait à des terreurs nocturnes enfants devint rapidement une réalité surnaturelle dont je ne pouvais échapper. J'étais attendue chaque nuit par des entités cauchemardesques, prêtes à m'emmener avec elles. Je ressassais les conseils de mes tantes et rédigeais un manuel dans lequel je me plongeais la journée quand la mémoire me faisait défaut. Chaque nuit ne voyait apparaître qu'une seule monstruosité.
et chacune avait son propre procédé pour la faire disparaître. Même adulte, ces choses me terrifiaient. Dans le noir, tout avait l'air plus vivant. Je n'avais plus envie d'y penser. Cela faisait quelques minutes que la chambre était silencieuse. La marâtre avait dû disparaître. J'ouvris lentement les yeux. J'étais à nouveau seule. Le tableau jouxtant ma coiffeuse représentait un immense et féerique château. C'était celui dans lequel j'habitais. Comme tout le reste, je n'avais que cette peinture qu'une de mes tantes m'avait offerte pour m'imaginer la splendeur de l'architecture. J'étais la dernière d'une famille de 4 enfants, toutes des princesses. Pourtant, je n'avais aucun titre. J'avais été déchue à ma naissance et personne ne me cherchait. On m'avait remisée dans une tour excentrée, comme on voudrait se débarrasser d'un cadeau encombrant et inutile. J'aurais tellement aimé être ce que je devais devenir, gracieuse dans une robe cousue spécialement pour moi, coiffée et maquillée par les plus beaux artistes du royaume. Cela ne restera malheureusement qu'un rêve. Soudain, un nouveau bruit se fit entendre. Je le reconnus immédiatement. C'était celui que faisait le grimpeur. Mais ce n'était pas possible, car on m'avait déjà visité cette nuit. On m'avait bien expliqué que seulement une monstruosité ne pouvait apparaître par nuit. Comment cela était-ce possible que le racleur puisse être là ? Celui-ci avait la particularité de chercher à se mettre dans votre champ de vision. Ma technique consistait à fixer le miroir en face afin qu'il se concentre sur ce dernier. Il se laissait avoir à chaque fois. Je fis donc de mon mieux, malgré la confusion qui m'habitait. Ses griffes se firent entendre contre le bois. Il arracha une dernière latte de bois avant de laisser la chambre totalement silencieuse à nouveau. Je pus rouvrir les yeux quand mon cœur se calma. Mais alors que je vérifiais si la voie était libre, plusieurs bruits résonnèrent à l'extérieur et devant la porte. Ça n'avait pas de sens. Peut-être dormais-je finalement ? Non. La sueur qui coulait le long de mon dos était bien réelle. Cette nuit n'était pas normale. Il y avait trop d'apparitions. Et maintenant, elle m'attaquait à plusieurs. Ce n'était jamais arrivé. Je ne pouvais pas toutes les esquiver. De la fenêtre s'ajouta le bruit d'un croassement. D'un coin de l'œil, je vis que le corbac s'était posé sur le rebord et me toisait de son œil jaunâtre. Il allait me crever les yeux si j'arrêtais de le fixer, mais la marâtre s'approchait du coin de la chambre et était presque dans mon champ de vision. Je me rappelais ce que mes tantes me disaient. Si tu ne sais plus quoi faire, fais le vide et concentre-toi sur ta respiration. Inspire et expire calmement comme si tu voulais t'endormir. Prends de longues goulées d'air et détends ton cou. Je fis du mieux que je pouvais alors que ma poitrine se soulevait au rythme des coups de tambourin. Le maître de parade était là aussi. Je devais réussir à caler les battements de mon cœur sur les coups de baguette qu'il faisait monter crescendo. Tous mes sens étaient agressés. Je pensais en avoir compté 4, peut-être 5. Il y avait trop de bruit. Mes tantes avaient partagé leur savoir avec un dernier avertissement. Quand bien même j'étais proche de succomber à la peur, je ne devais jamais crier à l'aide. Cela mettrait fin à la nuit de manière définitive. Laissant une partie de mon cerveau gérer les abominations qui tentaient de me piéger, je fis de mon mieux pour garder le fil. Je me racontais à voix basse l'introduction du grimoire, histoire et héritage. Il était une fois le royaume d'Hilda, ainsi que l'histoire du roi Prius et de sa femme Panlia. Mon lit tremblait et tanguait. Les abominations tentaient de me faire tomber de mon lit. La reine, toute gracieuse qu'elle était, avait détesté sa fille dès sa naissance, ne pouvant rivaliser avec sa beauté naturelle. Elle était amoureuse du roi, mais celui-ci n'avait Dieu que pour elle. La pièce résonnait de ululements, jacassements et jappements de créatures affamées. Des voix me parvenaient depuis le couloir. La reine se sentit délaissée. Alors, dans un coup de sang et derrière le dos du roi, elle tendit un piège à sa fille. Sa cruauté fut telle qu'elle n'eut plus jamais l'occasion de séduire par sa beauté qui que ce soit.
Privé de ses jambes, sa chambre devint son royaume. Je récitais les vers, mais je sentais que mon corps était attiré vers le plafond. Pourtant, je ne l'avais jamais senti. Mais quand bien même la mère avait étanché sa soif de méchanceté, sa jalousie persistait telle une mauvaise herbe. Elle avait privé sa fille du monde, mais c'est le monde qui venait à elle. Elle invita donc 3 sorcières au château, afin de jeter une malédiction sur sa fille. Je ressentais des picotements dans mes extrémités. La chaleur envahissait mon corps pour la première fois. Il fut demandé que jamais, au grand jamais, elle ne puisse avoir de repos. La fatigue ferait d'elle une laidronne. Des tentacules et des mandibules effleuraient ma peau. Je ne devais pas crier, mes tantes avaient dit. D'ailleurs, cela faisait longtemps qu'elle n'était pas venue me rendre visite. Mais même endormie, elle n'en fut que plus belle. La mère prit donc la décision de cacher sa fille dans une tour, derrière des portes cadenassées, isolée de toutes et tous. Depuis ce jour, la reine décida qu'elle n'aurait que des enfants à l'image de sa cruauté. Puis, les bruits cessèrent. Mon corps fut à nouveau transi de froid. Les entités se retirèrent dans les recoins sombres de la chambre. Je sentis tout de même de la chaleur sur mon visage. J'ouvris les yeux et tourna la tête. Ce n'était pas le vent de la nuit, mais un rayon de soleil naissant qui venait me délivrer de mon cauchemar éternel. ونعرف دي معسيات